à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 7e étape du Giro. Cette 7e étape du Giro, elle va être peut-être marquante du côté du classement général. On risque d'avoir des grands changements du côté du classement général car c'est le contre-la-montre. Il y en aura deux dans ce Tour d'Italie, mais celui-là, il va être vraiment corsé sur cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette journée, parce que je pense que tout le monde a à peu près le même favori pour cette étape. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis si vous voulez soutenir quand même mon travail, mais que vous n'avez pas forcément les moyens, ce que je peux tout à fait comprendre, eh bien vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et plus vous cliquez rapidement sur une notification sur la chaîne, et puis eh bien plus cette vidéo est mise en avant. Et je remercie les gens qui font également cet effort là. Premier contre-la-montre avec un final vraiment corsé, c'est-à-dire que on va dire 85% du parcours c'est plat. Donc c'est pas très difficile, en plus on n'est pas sur des routes hyper techniques, donc ça devrait le faire. Par contre les 6 derniers kilomètres, enfin 6-7 derniers kilomètres, eux sont très compliqués. Notamment il y aura des passages à plus de 10%. Alors la question est de savoir, eh bien, comment on fait dans ce genre de situation? Est-ce qu'on prend le vélo de montagne? Moi je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt. Il n'y a pas suffisamment d'intérêt, mais on en reparlera du côté de la stratégie, parce que c'est une vraie interrogation, je pense, peut-être pour certains coureurs. C'est le type de chrono que j'aime bien, vous savez, moi j'aime bien les longs contre-la-montre, parce que je trouve que les formats plus courts ont tendance à niveler un petit peu les écarts. L'effort en contre-la-montre s'en sort bien, alors que là il y a un vrai travail, c'est pas juste bourriner sur des pédales. Sur des chronos de 15-20 km, on est sur des efforts qui sont assez courts, donc c'est quand même vraiment bourriner sur les pédales. Quand on passe sur des contre-la-montre au-delà de 35 km, et bien entendu, là on est sur 41 aujourd'hui, c'est une vraie gestion de l'effort. Il va falloir être doué dans sa gestion de l'effort. Et je trouve que là, ça demande de l'intelligence, ça demande de la tactique, ça demande de la réflexion en amont, ce que j'aime bien. Et puis, avec ce final en montée, forcément, il ne faut pas trop en mettre dans la première partie de course, mais en même temps, il ne faut pas non plus se retrouver à 2 minutes. Ça reste une côte de 4e catégorie. Donc, il y a une vraie gestion également de ce côté-là, parce que la partie où on va reprendre le plus de temps, c'est la montée. Certes, si vous êtes à 4 minutes, ça va être compliqué. Pourquoi c'est dans la montée qu'on va reprendre le plus de temps? Enfin, qu'on risque d'avoir des écarts qui peuvent se faire ou se défaire un petit peu. Parce que c'est un petit peu le même principe que le 4 nage en natation. C'est à la brasse que vous faites les écarts. Pourquoi? C'est la nage la plus lente. Là, certes, il n'y a que 7 km de montée, mais en fait 7 km de montée, c'est quasiment pareil que 12 ou 13 km de plat, surtout vu la montée qu'on va avoir. Alors là, je suis peut-être un peu large sur les 12-13 km de plat, mais vous voyez un petit peu l'idée. En fait, il faut prendre par temps d'effort. Et la portion où on va être en montée, eh bien ça va être long. Ça va être presque plus long que les 10 premiers kilomètres de course. Donc il va falloir ne pas se rater dans ce final, surtout qu'avec la fatigue, sur un contre-la-montre qui est quand même long, encore une fois, de 41 km, un effort dont on n'a plus l'habitude de faire, parce qu'à une époque, ces contre-la-montre-là, c'était la moyenne. C'était ce qu'on faisait habituellement. Contre-la-montre à 40 bornes, c'était habituel. Contre-la-montre, on était à plus de 40 minutes d'effort, c'était habituel. Maintenant, c'est une exception, parce que presque au championnat du monde, maintenant, on n'en a peut-être plus tant que ça, des longs contre-la-montre. C'est devenu rare, les longs chronos. Donc là, ça va pas être évident pour les coureurs parce qu'ils n'ont pas l'habitude, tout simplement, de faire ce type d'effort. Donc il y aura une vraie gestion à avoir. Et puis, pour les équipes, c'est de la logistique, un contre-la-montre, et surtout un contre-la-montre long comme ça, parce qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur est-ce qu'on repère la montée ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui l'ont déjà faite. Est-ce que vous allez vous infliger cette montée-là à 2 reprises au final dans la journée, ou est-ce que vous allez juste repérer, faire un décrassage sur la partie de plat et puis la montée vous allez la faire en voiture? Donc il va y avoir des vraies réflexions également de ce côté-là entre les leaders, et puis la réflexion sur le matériel, bien entendu. Et je pense que c'est une réflexion qui a été entamée il y a quelques temps déjà par les coureurs qui veulent jouer le classement général. Allez, on regarde le dénivelé positif de cette étape, 404 mètres, 19e étape.
Du côté du dénivelé positif, et bien entendu, c'est le chrono le plus compliqué, mais vous voyez qu'avec 19e étape, c'est-à-dire qu'il y a une étape de plat qui aura moins de dénivelé positif que cette journée. Pour vous dire quand même que voilà, il y a une étape qui va être très plate sur ce Giro et que cette journée va quand même pas être si facile avec 404 mètres de dénivelé positif. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Allez, tout de suite, le parcours de ce contre-la-montre entre Foligno et Perugia, 41 km, ce qui fait que ça en fait un parcours très long pour cette journée avec ce final tout en montée, c'est-à-dire qu'à partir du deuxième point intermédiaire à Ponte Valleceppi, à partir du kilomètre 34 jusqu'à l'arrivée, nous sommes en haut de différents sommets. Alors on pourrait croire la Perugia, côte de 4e catégorie, 6,6 km 4%, c'est pas très compliqué, sauf que le pied de cette montée sera très difficile vers Casaglia, 1 km 3, 10,7%. Début de journée, donc comme on le disait, Foligno. Passage à Santa Maria degli Angeli pour le premier point intermédiaire au kilomètre 18,5, deuxième point intermédiaire au kilomètre 34 et puis ce final. Donc avec cette côte à Casaglia, cette côte de Perugia, on va la regarder tout de suite. Vous voyez donc là le premier kilomètre est à 9,5% puis 5,4%. Après c'est très roulant dans cette côte de Perugia, mais vraiment ce début de montée va faire extrêmement mal. Ensuite ça sera toujours en prise quand même dans le final, parce que là vous voyez des petites vaguelettes qui sont moins présentes là dans cette côte-là quand on le voit, mais ça va être très compliqué. Donc les 7 derniers kilomètres, il faudra faire très très attention avec cette difficulté et vraiment ça va pas être évident pour les concurrents. Surtout qu'on sera obligé de garder le vélo de chrono parce que encore une fois la première partie de course, les 34 premiers kilomètres, eux sont quasiment tout plats sans de réelles difficultés. On regarde la technicité de ce parcours. C'est pas très difficile, hein. On part de Foligno, donc vous le voyez, pour remonter vers Perugia. Il y aura cette zone-là, il faudra faire attention avec cette épingle, 2-3 virages difficiles voilà, entre ces deux épingles dans cette commune. Mais sinon, on sera sur des routes où oui, il y aura quelques virages, mais c'est pas extrêmement technique dans la première partie de course, dans le final. Donc vous voyez encore une fois cette montée du côté de Perugia. Donc voilà, avec des passages à 11% dans cette montée finale, dans ces 3 derniers kilomètres. Donc c'est-à-dire qu'il y aura encore des pourcentages sur la fin. Donc là, il faudra faire très attention aussi pour les concurrents, parce que là, ça nous indique vraiment seulement les 3 derniers kilomètres. Et il faudra faire également attention à la technicité du parcours dans les 2 derniers kilomètres. Il y aura pas mal de virages. Alors certes, on sera plutôt en montée, mais ça sera extrêmement technique dans les 2 derniers kilomètres, donc il faudra faire très attention. Vous voyez, il y a énormément de virages, donc vraiment ne pas se rater. Il y a notamment une énorme épingle, un autre virage à 2 virages à 90, 3 virages à 90 même, et ça c'est les 500 derniers mètres, donc il faudra faire très attention à la difficulté du parcours. Du côté de la météo pour cette étape numéro 7, eh bien on aura un temps ensoleillé entre 22 à 24 degrés. Donc ça c'est plutôt un temps tout à fait agréable, surtout il n'y aura pas de modification du temps, au niveau il n'y aura pas de pluie de prévu. C'est vraiment grand soleil. Par contre, il faudra faire attention au vent, un vent qui sera donc de nord-est sur cette étape, donc de dos, 3 quarts d'eau. Donc ça devrait aider les coureurs, pousser les coureurs, mais faire attention à ne pas trop en faire dans la portion de plat. Avec ce vent de dos, il ne faudrait pas se mettre en sur-régime pour cette journée. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Giro. L'histoire du Giro. Alors on part aujourd'hui de Foligno pour cette étape. Foligno qui est une ville qui a connu pas mal d'arrivées de courses. Alors parmi les arrivées à Foligno, la dernière c'était sur le Giro 2021, l'étape 10. Et ce jour-là, eh bien, c'était Peter Sagan qui s'était imposé sur cette étape. Alors on avait eu une échappée matinale. Et puis il y avait des côtes aux alentours d'une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Le final de l'étape était un petit peu plus technique. Et la Bora avait décidé d'accélérer, comme ce qu'a fait par exemple l'équipe Alpecin lors de l'étape numéro 5. Sauf que là, ils avaient réussi leur coup parce qu'ils avaient continué leur effort pour lâcher les sprinters. Après la côte, dans la descente aussi, ils avaient fait un gros tempo. Ils avaient en plus été rejoints par l'équipe Israël de Chimolai. Et dans le final, eh bien, Sagan avait réussi à s'en sortir correctement en prenant la roue de Molano qui emmenait
cette année-là Gaviria. Et il avait réussi donc à battre le sprinter colombien sur cette étape, mais beaucoup de sprinters s'étaient fait lâcher, notamment Tim Merlier, Groenewegen également, et Nizzolo face au rythme imposé par la Bora Hansgrohe. Parmi les autres arrivés à Foligno, on a André Greipel en 2016 qui avait remporté l'étape 7, et puis Nasser Boigny en 2014, là également l'étape numéro 7. Et puis en 1968, c'était l'étape numéro 17 pour Franco Bitozzi. C'est aussi une ville qui a connu quelques arrivées de Tirreno Adriatico, notamment l'année dernière. Jasper Philipsen s'était imposé, encore Lia Viviani, donc c'est vraiment la ville des sprinters. Mario Cipollini notamment s'était imposé en 2003 sur l'étape de Tirreno. S'était imposé devant qui cette année-là, enfin sur cette étape-là, devant Eric Zabel et Dario Pieri. Alors, Dario Pieri, je ne sais pas, je ne connais pas ce coureur. Il y avait Julian Dean également, le néo-zélandais, et puis Paolo Bettini. Dario Pieri, ceux qui veulent avoir des informations, coureur qui a commencé chez Scripto Gaerne, qui est passé à la Saeco, puis ensuite Lampre Cafita, donc qui était à la suite de la Saeco, il a fini chez LPR Nava, à l'époque c'était pas LPR Breaks. Enfin, il a quasiment fini sa carrière en 2005. Hein. Ah oui, et puis même 2005, c'était compliqué. Le coureur qui a eu des dernières années avec très peu de jours de course. Il n'a jamais dépassé les 45 jours de course dans sa carrière. Ah, c'est marrant hein, quand vous regardez certaines saisons de coureurs. Ah, il est maximum 44 jours. Voilà, pour ce coureur italien. Voilà, qui était passé dans toutes les structures des années, enfin la Saeco qui était la grosse structure à l'époque, parce que c'était l'année où Cipollini était passé chez Domina Vacanze, 2003. Il avait rejoint cette formation italienne. Oui, c'est l'année où, parce que l'année d'avant il était à Aqua et Sapone, et là il avait décidé de rejoindre cette équipe Domina Vacanze, qui n'était pas la suite. Attends, je me trompe peut-être. Non, c'était pas la suite. C'était une fusion de deux équipes, je crois, de Mina Vacanze, formation qui, je crois me rappeler, n'avait pas fait le Tour de France cette année-là. Et Cipollini avait été assez déçu. Parce que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de... Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs du maillot de champion du monde de Cipollini. Parce que 2003, je vous le dis toujours, c'est l'année où j'ai commencé à regarder le Tour de France. Et sauf que Cipollini n'était pas sur le Tour. Et voilà, il était un peu persona non grata sur cette épreuve. Du côté de la ville d'arrivée à Perugia, et bien là encore des arrivées de Giro, mais ça remonte à plus longtemps. 85 avec un Américain, Ron Kiefel, qui s'était imposé sur la 15e étape, et puis Mario Beccia, ça c'était en 1979, c'était la première étape, la dernière arrivée d'une grande course sur cette épreuve, c'était sur Tirreno Adriatico, l'étape numéro 3, avec Juan José Haedo. Tiens, j'ai oublié de vous dire également du côté de Perugia, j'ai le segment Strava, mais je vous le donnerai en fin de vidéo parce que j'ai oublié de vous le donner avant. Le coureur du jour, on va parler d'un coureur italien qui est né à Foligno, Fortunato Baldiani. Alors Fortunato Baldiani, c'est un coureur qui n'a fait sa carrière que dans des équipes de deuxième division. C'est-à-dire que toute sa carrière, ce sont dans des équipes de deuxième division. Coureur de 97 à 2014, donc c'est quand même une énorme carrière, même si les deux premières années, 97-98, il est stagiaire. Première année complète en 99, chez Selle Italia. Et coureur voilà, qui a eu une carrière assez surprenante, parce que rester aussi longtemps dans des équipes de deuxième division, il passait notamment par la Ceramica, qui était l'ancêtre de la Bardiami. Il est passé chez Selle Italia, qui deviendra ensuite Androni Giocattoli. Donc voilà, il est passé dans les deux grosses structures italiennes de l'époque. Il est allé à la Miche, également en Continental, en 2010, parce qu'il n'avait pas été conservé, notamment avec un certain Michael Rasmussen, et il y avait un certain Stéphane Schumacher dans cette équipe, avec Fortunato Baldiano qui à l'époque avait déjà 35 ans. Et puis il a continué à la team Nippo, mais avant qu'elle
passe en deuxième division, cette team Nippo, avant que ça devienne Nippo Vini Fantini. Et puis il fera sa dernière saison dans l'équipe Cristina Watch, où là aussi il y avait pas mal de coureurs qui avaient été pris pour... Schumacher était dans cette formation-là, je crois. Oui, il y avait Stéphane Schumacher, il y avait Alexander Kamp, le Danois, qui devait commencer sa carrière. Et Mattia Gavazzi aussi, qui était là dans cette équipe. Et Cristina Watch, qui était une équipe danoise, qui était dans sa dernière année, mais qui était assez connue pour avoir toujours une tête d'affiche, parfois passée par la case dopage. Et cette équipe donc n'avait pas continué en 2014, parce qu'en 2013 il y avait Rasmussen, voilà, c'était une équipe où il y avait Rasmussen dans cette formation, il y avait Furlan aussi. Ouais, il y avait du gros monde hein, quand même. Il y avait Egard Zupa également, l'Albanais. Très bon coureur, Zupa, mais qui a jamais été dans des grosses structures. C'était un coureur intéressant, Zupa, le coureur albanais. Donc voilà, Fortunato Baldiani qui finira sa carrière sur une étape du Tour de Corée, où il prendra la 5e place du général pour sa dernière course en carrière en 2014. Et il arrête après le Tour de Corée sur une année 2015 ou 2014 où il aura fait que 13 jours de course. Voilà, ça avait été pas forcément très passionnant pour lui cette période-là. Et c'est un coureur qui a eu pas mal de résultats en Asie dans ces dernières années, notamment une 7e place sur le Tour de Langkawi, vainqueur du Tour du Japon, 2e du Tour de Kumano, donc dans sa carrière, dans ces dernières années. Plutôt un profil grimpeur, coureur qui était souvent placé dans les grandes courses en Europe, Tirreno sur les courses italiennes, mais qui a rarement gagné des grandes épreuves, à part le Grand Prix Camioret ou le Brescia Tour, qui était une course intéressante. On ne peut même pas dire que c'était une grosse épreuve. Mais voilà, c'est pas un coureur qui a eu un énorme palmarès au final. On regarde la stratégie. Grande question du jour, la gestion de l'effort. C'est le mot qui va revenir à plusieurs reprises, la gestion de l'effort. On est sur un contre-la-montre qui est très long. On nous parle, selon les organisateurs, de 52 minutes. Ça, c'est le temps en référence de la part des organisateurs. La montée, donc comme je vous disais, le segment Strava, de la montée de Perugia, on nous parle de 20 minutes. Voilà. 22 minutes 11 pour un Salvatore Puccio, et Happy Plapi donc a fait 20 minutes 12 à 234 watts de moyenne, donc aux alentours de 19 km/h. Ce qui montre quand même que la première partie influe beaucoup sur le temps d'effort. Donc 20 minutes, forcément ça vous rajoute du temps sur un chrono qui fera déjà 41 km, dont 34 km de plat. 34 km de plat, on arrive assez vite. Si on roule à 55 à l'heure, ça doit faire un truc comme 37-38 minutes. Bon, vous rajoutez ensuite un gros quart d'heure derrière, oui, on arrive à 52. Donc ça va être une journée extrêmement longue et il va falloir vraiment faire attention pour les coureurs. Changement de vélo ou pas? Moi je pense que le changement de vélo n'est pas intéressant parce que la partie compliquée de la montée ne dure qu'1 kilomètre. Ensuite, on aura des petits passages sur 100 mètres où on aura des fois de plus de 10%, mais ça sera très roulant sur la suite. Je ne pense pas que le changement de vélo soit intéressant. Je pense que le gain que vous auriez en changeant de vélo serait minime par rapport au temps que ça prend et à la complexité que ça prend. Donc je ne suis pas sûr que le changement de vélo soit intéressant. Par contre, il y a une vraie réflexion à avoir sur la roue avant. L'arrière, ça sera lenticulaire, mais à l'avant, est-ce qu'on prendra roue à bâton, roue à rayon? Une roue à bâton, il y a pas mal d'inertie dans les montées, c'est pas forcément très intéressant. Roue à rayon peut être plus intéressant de ce côté-là, mais avec une perte sur la partie des 34 premiers kilomètres de plat. Et puis il y aura peut-être une réflexion également pour alléger le matériel, donc peut-être éviter certaines pièces. Il y aura une vraie réflexion également sur les développements, parce qu'il faudra prendre un petit braquet qui résiste au passage à 10%, mais en même temps c'est un petit braquet donc il sera peut-être peu utilisé ensuite. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un grand braquet qui soit peut-être pas trop grand, parce qu'il faut réussir à l'emmener sur 34 km.
sans avoir de soucis. Donc ça va être aussi une vraie réflexion, c'est le braquet. Et puis même le petit braquet, il ne faut pas non plus qu'il soit trop petit parce que les 3 derniers kilomètres sont pas aussi durs que le premier kilomètre de la montée. Donc là aussi, il faut être vraiment dans la réflexion sur le matériel, sur le développement, sur tout le travail au niveau mécanique. Et puis en termes de ravitaillement aussi, hein, on est sur un effort qui va durer 50 minutes. Forcément, il faut du ravitaillement. Alors, est-ce qu'on l'emmène avec soi le ravitaillement ou est-ce qu'on décide d'avoir du staff d'équipe le long de la route qui vous propose un ravitaillement? Ça, c'est aussi une grande question à voir du côté de certaines formations. On passe à mes favoris. Mes favoris, pour moi, Pogacar, qui est le favori. Aujourd'hui, c'est un contre-la-montre, finale en bosse. En plus, aujourd'hui, sur l'étape numéro 6, il n'a pas fait beaucoup d'efforts sur cette journée. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne chose pour lui d'aller chercher encore plus d'avance au niveau du maillot rose. Geraint Thomas, qui dit contre-la-montre, dit Geraint Thomas, qui dit gestion de l'effort, dit qu'il est plutôt pas mal. Par contre, la dernière fois qu'il s'est retrouvé face à un Slovène sur un contre-la-montre et pour jouer un beau résultat, ça s'était pas très très bien passé. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis Filippo Ganna, le 3e coureur favori, même si j'y crois moyen Ganna, parce que je pense que la côte avec les 10%, ça va être compliqué. Et puis la grande question est de savoir est-ce qu'il ne jouera pas non plus le rôle d'équipier en se disant je me donne pas à fond pour aider mon leader Geraint Thomas. Je vais juste faire les 34 premiers kilomètres à fond et puis ensuite je réduis la voilure pour la fin d'étape. Ça peut être une possibilité. En grosse cote, je mets Daniel Felipe Martinez. Je me dis qu'avec un final en bosse, la Bora s'en sort toujours bien, normalement du côté des chronos. Donc je me dis pourquoi pas du côté de Daniel Felipe Martinez, surtout qu'il a déjà eu un titre de champion de Colombie du contre-la-montre. Donc pourquoi pas de la part du coureur colombien. Du côté du programme télé, Eurosport 1 à partir de 12h35. Premier départ prévu à 13h, mais vous savez que tout dépend en fait des abandons. Ça peut donc être un petit peu plus tard, 13h05, 13h10. Arrivée prévue du dernier coureur à 17h09, donc un temps prévu de 52 minutes par les organisateurs. On verra. Moi, je pense qu'un 50 minutes, c'est peut-être jouable. Mais je pense qu'en dessous de 50 minutes, non. Je pense qu'on sera aux alentours de 50 minutes. Parce que la montée, encore une fois, est quand même difficile. Je me dis qu'on peut gagner du temps parce que la montée, ce sont des amateurs. Je me dis que bon, sur les 34 premiers kilomètres à 55 de moyenne, ça doit faire un 37-38 minutes. Je dis qu'on rajoute un quart d'heure, on arrive un petit quart d'heure. Ouais, même en rajoutant un quart d'heure, ça fait 52. Ouais, je me dis que même sur les 52 minutes, ouais, au final, ils ont été. Ça va peut-être pas être facile d'aller chercher les 52 minutes. Enfin, on verra ça avec le vent d'eau. Ça va peut-être aider sur la première partie de course pour aller vite. Également du côté des coureurs. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir, peut-être avant 21h, parce que sur les contre-la-montre, moi je ne fais pas de montage sur les chronos. Il y aura moins de choses à dire. Vous savez que je parle de tous les coureurs, donc c'est une vidéo qui est un peu différente sur les chronos, donc ça sera peut-être avant 21h. Pour cette étape, mais à 21h, la vidéo, là, c'est sûr, sera en ligne pour cette journée. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur les mecs productions.